de m'avoir invité pour ce congrès du CNO. Moi, je suis très impressionné d'intervenir en deuxième après Gilles Lavigne. Et quand je préparais la conférence, je regardais les articles, je regardais les noms des auteurs. Et à un moment, je me suis rendu compte que les noms des auteurs que je lisais, c'était les mêmes noms des gens qui intervenaient au congrès. Donc j'ai appelé Emmanuel d'un coup, je fais, c'est sûr, c'est pas une erreur. Et c'est pas une erreur. Et j'interviens ici alors que moi, je connais pas bien le bruxisme. Je suis psychiatre, et physiologiste et médecin du sommeil. Et en fait, moi, je m'intéresse à la constitution des classifications, à la construction des classifications et à la place de la physiologie dans la construction de ces nosographies. Et en fait, comme Gilles Lavigne vous a dit, il n'y a pas que nous qui avons ce débat-là. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on va essayer de regarder en quoi le débat qu'il y a actuellement sur le bruxisme, que vous avez sur le bruxisme, en fait, participe d'un débat plus général sur la construction des systèmes nosographiques en psychiatrie. Moi, c'est ce qui m'était intéressé, mais moi, j'ai pris l'angle en psychiatrie en me rendant compte que ce n'était pas spécifique à la psychiatrie, ça concernait tout le champ de la médecine. Donc, ce que je vais commencer, c'est en fait vous proposer le fait qu'il y a en fait un lien entre le questionnement en dentisthéorie et en psychiatrie. Un lien peut-être inattendu, mais qui existe. D'abord sur la terminologie, les Research Diagnostic Criteria, que vous connaissez bien de Gilles Lavigne, en 96. Mais nous, en psychiatrie, on avait les mêmes Research Domain Criteria par notre auteur équivalent de Gilles Lavigne, mais en psychiatrie, Spitzer, qui avait créé en 78 les Research Domain Criteria pour essayer de rendre plus fiable le diagnostic psychiatrique. Donc un premier pont sur la terminologie, qui pose question. Un deuxième pont sur les conférences internationales de consensus nécessaires pour dire ce qu'est une maladie ou pas une maladie, avec des retournements, des commentaires, comme on a en psychiatrie en fait. Je vais laisser après le débat sortir au cours de la journée, quoi. Et puis surtout, moi ce qui m'a stupéfait, c'est un auteur moi, que j'ai découvert en psychiatrie et que aucun champ de la médecine ne cite, je pense, mais que en odontologie vous citez, c'est Wakefield. Wakefield, c'est un penseur central de la médecine et il est cité dans l'article que j'ai cité juste avant, il est cité comme un élément, un penseur central pour penser la nosographie et est-ce que le bruxisme est une maladie ou pas. On va y revenir, mais regardez quand même, dans un article d'odontologie, il y a la deuxième référence, après la conférence de consensus, The Concept of Mental Disorder on the boundary between biological facts and social values. D'accord ? C'est un article central qui a permis à la psychiatrie de se sortir du bourbier dans lequel elle était. Les maladies psychiatriques n'existent pas. Le bruxisme n'est pas une maladie. Et Wakefield est un penseur qui permet de se sortir de ce bourbier. Et je vais essayer de vous montrer en quoi, en lien avec le sommeil. Et d'insister sur quelques références bibliographiques supplémentaires qui étayent cette vision de Wakefield. Wakefield, son article est là. Et bon, j'ai mis en début la référence bibliographique. On a synthétisé tout ça dans un article récent qui vient de sortir, qui s'appelle « Faire de la psychiatrie, de la sémiologie surtout quelque chose de great again », en référence. Alors les a priori, pourquoi on est dans un bourbier en psychiatrie? Pourquoi on est dans un bourbier en odontologie quand on s'intéresse au bruxisme? Mais c'est les représentations communes, les a priori. Les a priori qui viennent de nos sociétés savantes et notamment de l'Académie nationale de médecine. Les maladies, comment elles sont définies? Elles correspondent à un ensemble de symptômes résultant d'une même cause commune. Un ensemble de symptômes résultant d'une même cause connue. Et ça, c'est ce qu'on enseigne aux étudiants en médecine, et c'est ce qui fait que quand on arrive en troisième cycle, et puis plus tard, quand on essaye de réfléchir sur ce qu'est le bruxisme, on s'en sort plus, parce qu'on a cet a priori. On recherche la cause. On a l'a priori qu'une maladie, c'est un ensemble de signes et symptômes déterminés par une cause sous-jacente identifiée. Ça fonde qu'on essaye de penser les maladies comme les classifications naturelles. Les maladies sont des entités réelles. C'est des vraies choses qu'on trouve dans la nature, qu'il faut classer et qu'il faut traiter. Comme les éléments atomiques. On les classe en fonction d'une propriété objective qui existe de manière sous-jacente à leur existence. Là, le plastique c'est des molécules, mais le fer, etc. Et on peut les classer en fonction d'une propriété objective qui est, par exemple, le numéro atomique. Le problème, c'est que ça participe de ce qu'un auteur central, en plus de Wakefield, que dans la réflexion en odontologie, vous pourriez citer maintenant, c'est Kendler, qui nous dit, en fait, ça c'est le hard model en médecine. C'est celui qui fait croire que
les maladies peuvent être conceptualisées comme quelque chose d'assez simple, d'une relation linéaire causale. C'est ce qu'on a en infectiologie, c'est ce qu'on a dans la tuberculose, c'est une maladie pulmonaire entraînée par une bactérie. Le sida, c'est un ensemble de signes et symptômes déterminés par un virus. Mais il nous dit que ça, c'est en fait une idéalisation qui est relativement rare en fait en médecine. Alors on le sait, du coup on a complexifié le modèle, on le présente aux étudiants en disant ouais mais en fait il y a des facteurs de vulnérabilité, génétique, environnementale, il y a des causes plus ou moins identifiées, il y a une pathogénèse complexe avec une physiologie complexe qui peut expliquer les symptômes. Mais généralement on revient quand même à l'idée de la linéarité et de la cause unique en essayant d'identifier un marqueur, un goulot d'étranglement causal dans la physiologie complexe pour dire qu'il y a bien un lien entre un marqueur simple et la symptomatologie. C'est par exemple la glycémie dans le diabète, le sucre. Alors que le diabète, c'est quand même une maladie qui est liée, comme on disait sur le modèle biopsychosocial, à des facteurs de vulnérabilité biologique, génétique, à des comportements alimentaires, à des représentations de santé concernant son alimentation, à plein de phénomènes complexes. Mais il n'empêche qu'en médecine, on a besoin de faire un pont entre un ensemble de signes et symptômes et un marqueur objectif pour s'assurer que la maladie existe vraiment. C'est ce qui a été fait en médecine du sommeil, même de manière quasiment caricaturale, puisqu'en médecine du sommeil, il y a une classification des signes et symptômes et un système d'organisation de la recherche du biomarqueur, le guide de la ASM. Et donc, on essaye de faire le pont entre la classification des maladies, des signes et symptômes, et le système classificatoire, de codage du biomarqueur sur un examen central qui va être la polysomnographie. Donc, vous voyez, d'un côté, il y a les maladies, tous les troubles. Je vous ai mis là, c'est comme ça qu'est classée la classification. Les troubles insomnie, les troubles moteurs du sommeil dans lequel fait partie le bruxisme lié au sommeil, les troubles respiratoires du sommeil dont fait partie le syndrome d'acte obstructif du sommeil, les troubles parasomnie, somnambulisme, etc., les troubles hypersomnolence, notamment la narcolepsie, et les troubles du rythme circadien, retard de phase, etc. Puis on regarde une classification du système de codage, l'ASM, avec les stades de sommeil, les micro-éveils, les événements respiratoires, les événements moteurs, et les événements cardiaques. On se demande ce qu'ils font ici, puisqu'il n'y a aucune maladie cardiaque du sommeil dans la classification internationale du sommeil. Mais enfin bon. Donc, le gold standard, ça a été la polysomnographie. La médecine du sommeil s'est constituée sur un gold standard qui est la polysomnographie avec un ensemble de paramètres qu'on peut mesurer, auxquels on souhaite isoler un biomarqueur qui va crédibiliser le cluster de symptômes qui a été identifié dans la classification internationale du sommeil. Dans laquelle, du coup, comme le bruxisme doit être maladie, il fallait rajouter une ligne dans la polysomnographie. On a rajouté la ligne masséter. Je ne l'ai même pas mis là, mais le patient que vous avez en vidéo là-bas a des électrodes masséteriennes, enfin sur les masséters, et donc on aurait un événement de bruxisme. Alors, je vous ai mis en parallèle la définition du SAS, la définition du bruxisme, pour voir qu'elle était constituée pareil. La classification internationale elle commence toujours par une définition, basée, j'ai mis l'étiologie plutôt sur ce goulot d'étranglement causal, sur ce biomarqueur. Le SAS, la maladie, c'est une succession d'épisodes d'obstruction complète des voies aériennes supérieures pendant le sommeil. C'est une définition absolument pas clinique, ni basée sur le pronostic, ni rien du tout, c'est une définition physiologique. Mais il y a plein de gens qui font des événements d'obstruction répétés dans la nuit, où on peut faire à certains moments des événements d'obstruction répétés. Est-ce que c'est une maladie? La définition initiale est celle-ci, en tout cas. Puis après, on opérationnalise les critères. Et donc, on définit un ensemble de signes et symptômes. Et la classification est toujours fondée en parallèle avec un critère objectif, les événements respiratoires. Je vous les ai mis surlignés, il ne faut pas lire tout, mais il y a les signes et symptômes au-dessus, et un événement objectif, un biomarqueur. Et puis, le guide de scorage de la ASM nous dit comment repérer ce biomarqueur. Donc c'est très rigoureux, vous avez vu, les classifications, on fait de la médecine rigoureusement, là, on fait de la belle médecine. Donc on code les apnées et les hypopnées avec une rigueur, on apprend ça aux étudiants en formation, bien sûr, en leur disant que les maladies, c'est un ensemble de signes et symptômes déterminés par une cause sous-jacente. Ici, l'obstruction répétée des voies aériennes supérieures, et par bonheur, on peut le mesurer par notre polysomnographie, examen gold standard sur lequel on a le monopole, ou on veut avoir le monopole. Le bruxisme, on est pareil. Définition physiologique sur le goulot d'étranglement, c'est une activité répétitive des masséters caractérisée par un serrement, un grincement des dents et par l'entrechoquement et la poussée en avant de la mandibule. Et puis mettre en avant l'événement qu'il faut mesurer au niveau polysomnographique, la RMN. Les classifications, des critères opérationnels centrés sur la clinique et puis la volonté d'un biomarqueur. Ah, mince, le biomarqueur n'est qu'en remarque. Il y a des symptômes, et puis le biomarqueur est en remarque uniquement pour augmenter la fiabilité du diagnostic.
Il n'empêche qu'il y a quand même cette dichotomie entre l'ensemble des signes et symptômes et le biomarqueur comme dimension qui pourrait augmenter la rigueur diagnostique. La fiabilité, c'est l'accord interjuge concernant un diagnostic. Donc, la classification internationale des maladies du sommeil considère que, quand même, le marqueur objectif, c'est ce qui augmente la fiabilité, l'accord interjuge sur savoir si c'est une maladie ou pas. Mais là aussi, il le met qu'en remarque. Et en plus, le guide de scorage est assez peu clair sur qu'est-ce qu'on doit scorer comme un ARMN, en tout cas pour la classification du sommeil. Toute activité EMG qui augmenterait d'amplitude et qui aurait un critère de durée pourrait être cotée comme un ARMN. Donc, quand même, ce qui se passe, c'est, vous voyez, le lien entre symptômes et biomarqueurs. La question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ce biomarqueur et les symptômes? Est-ce que plus le biomarqueur est sévère, plus il y a un index d'apnée-hypopnée élevé, plus il y a un indice de bruxisme élevé, est-ce que plus la symptomatologie est sévère? On s'attend à ça. Si on définit les maladies sur le biomarqueur, on s'attend à ce que les symptômes soient directement reliés au biomarqueur identifié. Eh bien non. Il n'y a pas de relation linéaire entre le biomarqueur, ce qui définit objectivement la maladie, et l'intensité des symptômes. Bien pire, il n'y a pas de relation avec les répercussions fonctionnelles. Ça veut dire que la maladie n'est pas d'autant plus sévère au niveau clinique que le biomarqueur a un indice élevé. Et en plus, le biomarqueur n'est pas pertinent pour déterminer la thérapeutique idéale. Donc, ce qui se passe actuellement en médecine, c'est qu'on définit des maladies réelles, objectives, mais qui n'ont aucune utilité clinique, qui n'ont aucune réalité pour le clinicien. Alors, comment on s'en sort quand on fait ça? En fait, on est un peu dans le monde de l'absurdité. C'est ce qui a été fait dans une revue, c'était 2013 déjà, mais Visit to Absurdistan, et il décrit son rêve, et il décrit, en justifiant la littérature, c'est pour le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, mais que tout ce que je viens vous dire, vous pouvez retrouver les références, vous dire que ce lien n'existe pas. Donc il faut faire de nouveaux consensus, ou en tout cas, avant de faire un nouveau consensus, faire forward seeking model. Donc repenser ce que sont les maladies en médecine pour pouvoir mieux aborder un consensus. Il faut réfléchir, du coup. Les maladies sont des entités réelles qui posent problème pour le médecin, et il faut aller en médecine là où ces débats se font, c'est-à-dire là où il est difficile de poser les limites du normal et pathologique, et là où les différentes catégories nosographiques sont difficiles à identifier. C'est des problèmes transversaux de santé, comme vous le disait Gilles Lavigne tout à l'heure. Alors, pour ça, rompre les a priori. D'abord, retourner à la physiologie, je vous propose, et à la psychiatrie. La physiologie, notre maître à tous, le fondateur de la médecine scientifique, moi je m'attendais à ce que Claude Bernard nous dise les maladies sont un ensemble de signes et symptômes déterminés par une cause sous-jacente. Or, Claude Bernard, le fondateur de la médecine expérimentale, nous dit la physiologie ou la médecine ne doivent pas rechercher les causes de la vie ou de l'essence des maladies, ce serait perdre complètement son temps à poursuivre un fantôme. Il n'y a aucune réalité objective dans les mots vie, mort, santé et maladie. Ce sont des expressions littéraires dont nous savons parce qu'elles représentent à notre esprit l'apparence de certains phénomènes. Ce n'est pas un obscur sociologue voulant détruire la médecine et son pouvoir foucaultien qui nous dit ça. C'est Claude Bernard. Et il continue, si on n'avait pas compris. Il est très difficile, sinon impossible, de poser les limites entre la santé et la maladie, entre l'état normal et l'état anormal, depuis le point de vue de la physiologie. D'ailleurs, les mots santé et maladie sont très arbitraires. Tout ce qui est compatible avec la vie est la santé. Tout ce qui est incompatible avec la durée et la vie fait souffrir et maladie. Donc il faut aller chercher un peu ailleurs, ce qui est compatible avec la vie. Il faut aller regarder le pronostic, ce qu'on discutait tout à l'heure. C'est ce qui nous emmène, Claude Bernard pensait. Et si on est juste sur une définition autour de nous-mêmes, autour du biomarqueur, on s'épuise. La définition de la maladie a épuisé les définisseurs. Il faut faire attention que ces réunions de consensus ne finissent pas par épuiser les consensueurs. Dans les classifications psychiatriques, cette position de difficulté à poser la limite du normal et pathologique est posée. Dans le DSM-3, le DSM, c'est les systèmes de classification des troubles mentaux, il commence. Ce manuel donne une classification des troubles mentaux. Il n'existe aucune définition satisfaisante des limites précises et du concept de troubles mentaux. Mais Spitzer était malin, il a rajouté entre parenthèses. Mais en fait, cela vaut également pour d'autres concepts comme celui de troubles physiques, bon, toutes les maladies non psychiatriques, celui de santé, qu'elles soient physiques ou mentales. Et puis ça a été repris dans chacune des classifications. Je vous les mets, mais juste pour dire qu'il faut assumer en médecine qu'il n'est pas facile et qu'en tout cas, on ne peut pas poser la limite du normal et pathologique uniquement sur un marqueur objectif.
le concept de maladie, comme pour bien d'autres en médecine et en sciences, il n'existe pas de définition opérationnelle cohérente qui s'appliquera à toutes les situations. Ça veut dire qu'on s'est débrouillé un peu de manière régionale en fonction du domaine et de la spécialité pour essayer de définir les maladies sur un ensemble de critères qui sont variables en fonction du domaine dans lequel on est. L'Académie de médecine royale française définissait les maladies. En fait, les Américains sont beaucoup plus opératoires et beaucoup plus malins finalement quand ils définissent les maladies. Je vous l'ai mis, les mèches et le système d'organisation des terminologies médicales qu'on peut utiliser. Et je suis allé chercher qu'est-ce que c'est une maladie pour les mèches. Regardez, c'est très intéressant. C'est un processus pathologique, donc quelque chose qui doit être interne, quelque chose de physiologique, caractérisé par des signes et symptômes, on est d'accord, c'est la dichotomie biomarqueur signes-symptômes, mais qui peut affecter une partie du corps ou tout, et dont l'étiologie, la pathologie, le pronostic peut être connu ou pas. Alors ce qui est important, c'est que ça peut ne pas être connu. Mais alors si ce n'est pas connu, on fonde l'entité des maladies sur quoi? Mais c'est ce qu'on va voir. On va voir en fait comment définir la limite du normal et du pathologique quand les maladies ne se définissent pas uniquement depuis le point de vue de la physiologie. Comment on s'en sort pour définir la limite du normal et pathologique. Moi, je ne vous dis pas que les maladies n'existent pas. Les maladies ne sont pas des entités réelles. Pour moi, les maladies existent vraiment. Mais les maladies existent vraiment au même titre que les mauvaises herbes. Est-ce que les mauvaises herbes existent vraiment? Les mauvaises herbes, on va dire, ce n'est pas des entités qui... C'est des entités construites, c'est une vision morale sur certaines plantes dans le jardin. Et pourtant, quand je vais me frotter à une ortie, je sens que la mauvaise herbe existe vraiment. Et ces mauvaises herbes peuvent être classées, elles existent vraiment et elles peuvent avoir des noms. Je vous ai fait une classification des mauvaises herbes. En fait, les mauvaises herbes sont un exemple, je pense, très intéressant pour penser la réalité des maladies. Les mauvaises herbes sont prises entre deux systèmes classificatoires, celle du botaniste et celle du jardinier. Ça, c'est Jackson, le père fondateur de la neurologie, qui nous dit qu'il y a deux manières de classer en médecine. La manière du botaniste, qui est de classer en fonction des propriétés sous-jacentes, intrinsèques des maladies et leur relation de ces propriétés. En soi, c'est la vraie classification, c'est celle du tableau périodique des éléments. Et puis, il y a une manière de celle du jardinier, d'organiser. Le jardinier, il ne classe pas les plantes en système du botaniste. Il plante les petits arbustes, les moyens arbres, les arbres avec des fleurs, les arbres avec des fruits, les arbres avec des couleurs de tel type. Donc, il organise son système d'organisation des plantes en fonction de critères qui lui sont utiles par rapport à la façon dont il veut mettre en place son jardin. En fait, en médecine, les maladies sont prises entre ces deux systèmes classificatoires. Jackson, il nous dit qu'il n'y a pas de solution vraiment, on est tendu entre ça. La médecine, c'est une discipline spécifique parce qu'on est pris dans des dualités. Celle des valeurs pour le traitement et celle de la maladie objective. Celle du botaniste et du jardinier. On doit jongler avec ça. Et cette jonglerie, Wakefield l'a clairement souligné sur son Harmful Dysfunction Model. Il nous dit les maladies, en fait, sont tendues entre deux pôles, l'identification des maladies. Un pôle physiologique et un pôle social, celle des répercussions fonctionnelles. Et c'est quand on tient compte de ces deux pôles qu'on évite le risque d'une pathologisation excessive d'un marqueur physiologique, les ARMN. Tout patient qui aurait un ARMM ou un index d'apnée-hypopnée supérieur à 5 aurait un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Ça, c'est le pôle de gauche. On évite ça en tenant compte du pôle social. Il faut des répercussions fonctionnelles pour pouvoir poser la diagnostic d'une maladie. Mais on évite, avec ces deux pôles, aussi de trop pathologiser tous les comportements. Il faut quand même qu'il y ait un fondement physiologique au comportement pour pouvoir le rentrer dans le champ de la médecine. L'excès de vitesse n'est pas une pathologie. La somnolence au volant a été appropriée par un champ de la médecine quand même. Parce que peut-être il y a des fondements physiologiques à la somnolence, tandis qu'à l'excès de vitesse, c'est plus difficile. Regardez, ça c'est le texte de Wakefield. Ce n'est pas celle qui est citée dans le commentaire, mais c'est une autre partie du texte, c'est très intéressant. En fait, il nous dit, il parle des troubles mentaux, mais il nous dit, dans les troubles mentaux, le problème, ce n'est pas le mental, c'est le mot trouble. Et il dit, les maladies sont en fait à la frontière entre le monde naturel et le monde social. Une maladie existe parce qu'il y a quelque chose qui va mal à l'intérieur de l'organisme. Alors, vas-y le traducteur, parce que je traduis mal le truc, donc après, il n'y a pas besoin de retraduire peut-être.
est quelque chose qui va mal à l'intérieur de l'organisme, mais qui entraîne quelque chose de préjudiciable. Harmful, c'est préjudice en français, dans le bien-être et les valeurs sociales ou le sens que le sujet donne ou que la communauté donne à la vie. Donc c'est quelque chose qui est disturbed et qui est à la fois biologique et social. Les maladies existent vraiment, mais sont pris entre ces deux ponts. Spitzer et Endicott, si vous faites des nouveaux consensus sur le bruxisme, allez voir ce texte. Il est formidable, c'est les travaux préparatoires du DSM-3. Je l'ai en PDF, j'ai récupéré le livre, je l'ai acheté cher, mais on l'a récupéré. Parce qu'il ne se trouve pas. Hein. 78, c'est les travaux préparatoires. Medical and Mental Disorder, Proposed Definition and Criteria. C'est la liste des critères les plus précis pour définir ce qu'est une maladie. Avec chaque fois ces deux pôles. Spitzer, quand il s'est confronté à la définition des maladies, des troubles mentaux, il s'est dit, mais en fait, je ne vais pas m'attarder à essayer de définir les troubles mentaux, je vais essayer de définir les maladies. Et il a défini ces critères. Et c'est ce qui a permis de se sortir de Bouvier, inspiré notamment, en lien avec les travaux de Wakefield. Donc un trouble psychiatrique, c'est un pont entre la sémiologie, la clinique, cette tension vers la physiologie, cette tension vers le pôle social. Et dans les DSM, ils sont tous structurés comme ça. La critériologie des DSM est fondée sur ces trois pôles. Un trouble est un comportement... un trouble est conçu comme un syndrome ou un ensemble cliniquement significatif, comportemental ou psychologique, survenant chez un individu est typiquement associé à un symptôme de douleur ou à des répercussions fonctionnelles, le pôle social. Mais on postule implicitement qu'il y a un dysfonctionnement comportemental, psychologique ou biologique, même si on ne l'a pas encore identifié. Ce n'est pas nécessaire, encore une fois, dans les MESH, dans le système de définition américain, la nomenclature consensuelle de terminologie, d'avoir un processus physiopathologique pour identifier une maladie. Maybe KNO or ACNO. Et donc ces trois pôles se retrouvent dans chacun des DSM. Le pôle sémiologique, le pôle social et le pôle physiologique. Un intérêt dans le DSM-5, la dernière classification où ils ont mis en premier le vert, l'aspect physiologique, ça reflète l'existence d'un dysfonctionnement dans les processus psychologiques, biologiques ou développementaux. Et puis, c'est souvent associé à une détresse, une altération importante des activités. Alors on voit là, ça pose souci parce que généralement en médecine, on dichotomise bien le domaine de la maladie réelle, objective, et le domaine du fonctionnement, la répercussion fonctionnelle. Et l'OMS est basée sur cette dichotomie, la CIM, Classification internationale des maladies, et la CIF, la Classification internationale du fonctionnement. Donc ce que Wakefield emmène, c'est de dire qu'en fait, et ce que le DSM a fait, c'est qu'elle a mis un peu de CIF dans la CIM. Vous voyez ? Le DSM a des critères de répercussion fonctionnelle pour déterminer la limite du normal et pathologique, alors que normalement, en médecine, on a été formaté pour penser que c'était dichotomique et que le diabète, le seuil de diabète à 1,27, je ne sais même plus, de glycémie, on a été formaté pour se dire que c'est le seuil à partir du moment où c'est la maladie. Mais non, c'est le seuil à partir du moment où il y a des répercussions fonctionnelles, où le pronostic va être altéré. Vous voyez le truc ? Alors que quand on demande à un étudiant en médecine comment ce seuil a été fondé, mais c'est le seuil à partir duquel la maladie, il y a une altération du processus de régulation glycémique. Donc, ils soutiennent ça dans le DSM, ils disent on a bien conscience que ça lie la CIM et la CIF, mais toutefois, ce qui est écrit en bleu, en l'absence de marqueurs biologiques clairs et des mesures cliniquement utiles pour apprécier la sévérité des troubles, il n'est pas possible de dichotomiser complètement la CIM et la CIF. Donc, pour le bruxisme, donc, il faut revenir à des research diagnostic criteria qui augmentent, je pense, la fiabilité interjuge du diagnostic de bruxisme. Il faut pouvoir faire que quand deux dentistes posent un diagnostic de bruxisme, il y ait un consensus entre ces deux dentistes. Il faut redéfinir les critères et je pense, alors je ne veux pas faire de ganade, mais c'est pour discuter, il faut mieux définir les critères cliniques. Ils sont très pauvres quand même. Le grincement de dents, les douleurs, il y a marqué douleur ou maux de tête. Il faut mieux critériologie et opérationnaliser les critères symptomatiques. Ça veut dire aussi qu'il faut peut-être penser à des nouveaux outils psychométriques pour évaluer de manière plus approfondie la clinique du bruxisme. Vous avez dit, les échelles, c'est pas bien, ça entraîne des biais de mémorisation, tout ça. Non, c'est les échelles qui sont mal construites qui font ça. Les échelles bien construites permettent d'avoir des propriétés psychométriques de très bonne qualité. Et la psychiatrie s'est fondée là-dessus. Une échelle d'évaluation de la dépression est plus pertinente, plus fiable qu'une échographie cardiaque, qu'une radiographie thoracique dans la validité interjuge. Il faut pouvoir développer, je pense, dans le bruxisme, des échelles qui permettent d'avoir une critériologie clinique plus fiable.
Et puis, il faut bien différencier la clinique des répercussions fonctionnelles. Faire que quand on opérationnalise les critères, c'est ce qu'a fait le DSM en psychiatrie, il y a l'ensemble des signes et symptômes, le comportement, il y a l'exemple du TOC dans le commentaire, du trouble obsessionnel compulsif, il y a les symptômes obsessionnels compulsifs, et puis il y a un critère de ces symptômes entraînent une répercussion fonctionnelle significative. L'ICSD-3 et les classifications sur le bruxisme ne sont pas totalement fondées sur une dichotomie très claire entre le niveau symptomatique et le niveau des répercussions fonctionnelles. Et puis, je pense, moi, ce qui m'a troublé, et j'en ai plusieurs fois parlé avec Emmanuel Neko, c'est que la terminologie est confusionnelle. On utilise le même terme bruxisme pour le biomarqueur et pour la maladie. Pourquoi vous n'utilisez pas ARMN, ARMM pour le biomarqueur et bruxisme, on le laisse pour trouble bruxisme, voire mettez trouble bruxisme. C'est ce qu'a fait le DSM, c'est ce qu'a fait l'ICSD-3, sauf dans la traduction française où, par exemple, il y avait marqué trouble insomnie, et les Français, ils se sont dit non, mais on va retirer trouble, on va mettre juste insomnie. C'était insomnia disorder, et on a transformé ça en insomnie. Parce que la pensée des traducteurs n'a pas dû comprendre que c'était très important de mettre trouble insomnie, ça faisait passer le symptôme insomnie en trouble, c'est-à-dire qu'il y avait des répercussions fonctionnelles. Mais on peut avoir un comportement de bruxisme, mais pas avoir un trouble bruxisme s'il n'y a pas les répercussions fonctionnelles. Donc il faut faire attention à la terminologie, bien utiliser le niveau symptomatique, bien distinguer le niveau symptomatique du niveau trouble, et bien distinguer le niveau symptomatique, trouble, du niveau du biomarqueur de l'événement qu'on mesure en polysomnographie. Donc au New Consensus, je ne sais pas s'il va y avoir un nouveau consensus fondé sur ça, mais je pense que la clinique doit être au centre de s'il y avait un nouveau consensus. Donc on a vu comment délimiter le normal et pathologique depuis Wakefield. Comment on peut, désormais, c'est la fin de ma présentation, définir des sous-groupes optimaux de sujets souffrant de bruxisme ou de n'importe quelle maladie? Comment augmenter la validité des catégories de patients qu'on identifie, c'est-à-dire augmenter la validité, c'est le fait que ce sous-groupe est déterminé par un mécanisme physiopathologique cohérent sous-jacent. Et donc, généralement, on se dit deux maladies sont distinctes quand elles ont deux étiologies distinctes. Or, comme on a vu que les maladies n'étaient pas uniquement fondées sur un lien linéaire de causalité entre une cause unique et un ensemble de signes et symptômes, il est difficile de fonder la distinction des maladies entre elles sur l'étiologie. Donc, ce que nous propose Kendler, encore lui, grand penseur quand même de la médecine en général, pas que de la psychiatrie, c'est que la meilleure façon de poser des entités, des catégories diagnostiques, est d'aller voir, en fait, d'autres choses qui se rapportent à lui. C'est la théorie de la vérité basée sur la cohérence. La cohérence theory of truth. Il faut aller voir à l'extérieur de l'entité nosographique et de son biomarqueur pour aller bien définir la catégorie nosographique. Je m'explique. Il faut aller chercher des validateurs externes. Les validateurs, en fait, dans cet article, il y a le terme validité. En fait, je pense que c'est un article qui tourne en rond parce que en fait, les critères cliniques et les critères biomarqueurs sont là pour se valider réciproquement. Donc, c'est plutôt un papier de fiabilité. Il faut bien faire la distinction quand on s'intéresse à la maladie, à la différence entre validité et fiabilité. D'ailleurs, c'est ce que l'ICSD-3, j'ai mis surligné, il décrit bien que l'APSG, c'est un marqueur de fiabilité, d'augmentation potentielle de la validité du jugement interjuge, et pas un argument de validité, c'est-à-dire de mieux définir la physiopathologie sous-jacente du sous-groupe de patients identifiés. Pour augmenter la validité, il faut aller voir en fait à l'extérieur, et c'est ce qu'a fait la psychiatrie, elle a identifié des listes de validateurs. Il faut aller identifier des listes de validateurs qui sont de différents niveaux. Certes, la sémiologie, les examens de laboratoire, le follow-up, le pronostic, les études familiales avec les marqueurs génétiques. C'est ces listes de validateurs qui permettent de crédibiliser le sous-groupe de malades qu'on aura vu et de valider ce sous-groupe dans cet angle de théorie de la vérité par rapport à la cohérence, c'est-à-dire par rapport à la cohérence avec des validateurs externes. Et pour chaque maladie, on va avoir des profils d'importance de ces validateurs. Certaines maladies seront définies fortement par des validateurs génétiques, d'autres par des validateurs thérapeutiques, d'autres par des validateurs pronostiques. Et donc, en fait, c'est ce qui était identifié dans une des phrases que je vous dis du DSM-3 tout à l'heure, c'est les maladies, en fait, il n'y a pas d'opérationnalisation univoque dans l'ensemble du champ médical pour définir les maladies. Il faut définir des profils de validateurs, mais en fait, il faut avoir conscience quand même que ces validateurs sont des éléments essentiels à rechercher quand on essaye de définir des sous-catégories de patients. Par exemple, ça c'est la liste des validateurs que le DSM
a clairement identifié dans sa version 5. Dans l'ICSD3, j'ai recherché, il n'y a pas de réflexion sur la liste des validateurs en médecine du sommeil qui permettrait de crédibiliser de manière un peu plus importante les maladies qu'on identifie, mais la psychiatrie l'a fait. Il faut des substrats neuronaux, des traits familiaux, des facteurs d'origine génétique, des facteurs spécifiques de risques environnementaux, des biomarqueurs, des antécédents au niveau du tempérament, la présence d'anomalies dans le fonctionnement émotionnel et cognitif, la singularité symptomatique, l'évolution de la maladie, le haut degré de comorbidité et la similitude entre la réponse au traitement. C'est comme ça qu'on augmente la validité de nos catégories diagnostiques et pas uniquement en disant que c'est une étiologie qu'il faut rechercher. Et donc, comment on fait pour augmenter la validité? C'est-à-dire augmenter le fait qu'on est dans la cible. Pour mieux définir les sous-groupes de patients, il faut tenir compte du pronostic, des réponses thérapeutiques et des mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Et c'est ce que Gilles Lavigne vous a souligné tout à l'heure, on est exactement dans cette problématique en médecine du sommeil, dans le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. L'enjeu est de mieux phénotyper les patients, de mieux identifier des sous-groupes de patients. Alors, vous avez cité les papiers d'Eckert. Eckert, c'est un phénotypage très physiologique au niveau des voies aériennes supérieures. Zingkuk, c'est un phénotypage plus global. Plus global par rapport à l'ensemble des caractéristiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils posent. Ils nous disent, idéalement, quand on phénotype les patients, on voudrait définir des sous-groupes qui soient des endotypes, basés sur une cause, un biomarqueur central. C'est-à-dire avoir un sous-groupe avec une vision unifiée, consistante, de l'histoire naturelle de la clinique, de la physiologie et des processus pathophysiologiques sous-jacents qui seraient identifiés par un biomarqueur ou un marqueur génétique et qui prédirait la réponse thérapeutique et l'impact sur le pronostic. Ça, c'est l'idéal en médecine. Sauf qu'actuellement, la catégorisation des patients avec un OSAS n'a pas permis d'avancer sur la définition des endotypes. On pourrait dire current categorization of bruxism patient, on peut mettre la même phrase avec bruxisme, hein, je pense, sans m'avancer. Donc comment on fait quand on n'a pas d'endotype clairement identifié? En fait, on va catégoriser les patients, on revient à la clinique, sur un ensemble de combinaisons de critères cliniques, de caractéristiques, en relation avec la signification clinique. Il faut refaire en sorte qu'on définisse des entités morbides qui soient réelles pour le clinicien et pas pour le botaniste. Tout en sachant que le clinicien doit avoir en perspective le fait qu'il est tendu aussi vers l'aspect biologique et physiologique. Pour ça, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, il faut des bases de données, il faut récupérer et faire des cohortes de patients importantes pour pouvoir faire des nouvelles méthodes d'analyse sur ces bases de données importantes, comme le machine learning qui a été souligné tout à l'heure. Mais ça suppose, vous voyez, d'aborder le machine learning, ça suppose déjà d'avoir modifié l'entièreté de son logiciel d'approche de ce qu'était une maladie et de comment on classait les maladies. C'est-à-dire que l'aboutissement que Gilles Lavigne vous avait montré tout à l'heure, c'est des jeunes qui font ce machine learning, ça veut dire qu'ils ont fait tout le parcours que je vous ai présenté pour aboutir à l'idée qu'on va faire du machine learning sur des jeux de data. Généralement, ce n'est pas des médecins peut-être qui font du machine learning, c'est des gens qui ont une vision de la maladie un peu plus transversale que les médecins qui des fois sont très bornés sur la définition de l'Académie de médecine. Donc il faut identifier différents critères et voir comment on peut clusteriser les patients ensemble, c'est-à-dire non pas identifier un goulot d'étranglement causal, mais un ensemble de variables et leurs relations entre elles qui permettent de définir des phénotypes. Et ça, c'est un peu ce qu'amène la biologie systémique et l'approche de modèles de ce genre qui permettent de voir qu'on n'est pas sur un goulot d'étranglement, on est sur la description de patterns d'interaction de variables entre elles, et c'est l'avenir du phénotypage dans lequel on peut intégrer, c'est ce qui a été discuté tout à l'heure, les variables psychologiques, comportementales, dans cet ensemble d'approches des maladies en biologie systémique et multi-échelle, depuis l'échelle génétique jusqu'à l'échelle sociétale, pour mieux faire de la médecine et de la dentisterie, de l'odontologie dans les années à venir. Merci pour votre attention.